Le 24 mai 2025, un événement inattendu a émergé dans le ciel lorsque le réseau Atlas, qui réunit plusieurs télescopes répartis à Hawaï, au Chili et en Afrique du Sud, a identifié pour la toute première fois un objet lumineux qui n'apparaissait dans aucun catalogue d'étoiles ou de planètes. Cet objet s'est révélé être une comète en provenance probable du nuage d'Oort, cette vaste zone sphérique située aux confins de notre système solaire et où séjourne un nombre encore mal connu de petits corps glacés. Les astronomes ont désigné cette comète sous le nom de C2025K1, Atlas. Et sa découverte a rapidement suscité des questions sur sa trajectoire, son apparence et son évolution à l'approche du Soleil. Les premières estimations recueillies peu après l'observation initiale ont indiqué que ce corps allait frôler notre étoile à une distance d'environ 0,334 unités astronomiques, ce qui correspond à un peu plus de 50 millions de kilomètres. Pour replacer ce chiffre dans un contexte familier, on peut rappeler qu'une unité astronomique définit approximativement la distance moyenne séparant la Terre du Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. Lorsque les chercheurs ont calculé l'orbite de C2025K1, ils ont compris que le périhélie de la comète, c'est-à-dire le point de son orbite où elle est au plus près du Soleil, se produirait le 8 octobre 2025. Bien que l'on sache que ce genre de trajectoire peut parfois conduire à la désintégration partielle ou totale d'un noyau cométaire, les scientifiques ont aussi envisagé que C2025K1 puisse survivre, au moins partiellement, à ce passage particulièrement rapproché. Néanmoins, au moment de sa découverte, de nombreux médias spécialisés n'ont pas réellement mis en avant cette comète, car un autre visiteur céleste, baptisé 3I Atlas, monopolisait l'attention avec sa trajectoire bien plus exotique et son origine vraisemblablement interstellaire. Ensuite, au cours des mois qui ont suivi, la progression de C2025K1 vers l'intérieur du système solaire est passée plutôt inaperçue du grand public. Les astronomes suivaient néanmoins cette progression de près et, mi-octobre, ils ont confirmé la recovery de la comète, c'est-à-dire l'observation qui valide que ce corps demeure actif et détectable après un laps de temps où il pouvait être difficile à repérer, notamment lorsqu'il se trouvait trop près du Soleil pour être observé dans des conditions correctes. Cette confirmation d'activité a fait renaître l'intérêt pour C2025K1, et certains chercheurs ont commencé à évoquer la possibilité qu'elle puisse révéler des caractéristiques inhabituelles en termes de couleur ou de forme de la queue. En effet, l'examen des données antérieures suggérait que le noyau de cette comète possédait une composition chimique potentiellement différente de celle observée chez d'autres objets issus du nuage d'Oort. Les débats sont alors restés ouverts, car il arrive souvent que les comètes d'apparence standard évoluent de façon inattendue lorsqu'elles s'approchent du Soleil. Les astronomes ont donc redoublé de prudence en évitant des annonces hâtives, préférant attendre qu'elles soient à nouveau suffisamment visibles pour être photographiées et analysées par des télescopes au sol et dans l'espace. À la fin du mois d'octobre, alors que C/2025K1 réapparaissait dans un ciel un peu plus sombre à l'aube, plusieurs astronomes amateurs ont commencé à partager des clichés intrigants sur des forums spécialisés et sur les réseaux sociaux. Les images montraient une teinte que beaucoup qualifiaient de dorée, bien différente de la couleur verdâtre ou parfois bleutée que l'on associe classiquement à la chevelure gazeuse qui entoure le noyau d'une comète. Généralement, la couleur verte provient de la décomposition de molécules carbonées comme le carbone diatomique ou le cyanogène. Et la teinte bleue est parfois synonyme de molécules contenant de l'ammoniac ou du monoxyde de carbone. Les teintes blanchâtres sont souvent liées à la poussière qui réfléchit la lumière du Soleil sans coloration chimique spécifique. Or, voir émerger une nuance dorée demeure un phénomène vraiment peu courant, ce qui a immédiatement éveillé la curiosité de nombreux passionnés et professionnels. En parallèle, un autre détail surprenant a été rapporté. La forme de la queue semble présenter un aspect plissé, comme si le vent solaire modulait les panaches de gaz et de poussière en leur donnant des ondulations régulières. Le vent solaire correspond à ce flux de particules émis en continu par notre étoile, et il peut altérer l'apparence des queues cométaires, en particulier lorsque la distance au Soleil devient assez faible. Au début du mois de novembre, la commotion médiatique autour de C/2025K1 s'est amplifiée. Les données photométriques fournies par divers observatoires ont confirmé que la comète avait atteint une magnitude apparente d'environ 9, ce qui la rendait accessible à des astronomes amateurs équipés de simples jumelles ou d'un petit télescope dans des conditions d'observation idéales. Sur les photos prises à cette période, la lueur dorée était encore nette et contrastait avec la teinte plus neutre ou bleutée que la comète affichait au moment de sa première détection. Certains passionnés ont comparé les images de before et after
pour mettre en évidence la transition colorimétrique, et il semble bien que cette évolution ait coïncidé avec le moment où la comète est passée au plus près du Soleil, libérant alors un panache de poussière chauffée à des températures qui pouvaient ponctuellement atteindre plusieurs centaines de degrés Celsius à la surface de son noyau. Pour mieux comprendre pourquoi l'échauffement solaire peut favoriser une telle transformation, il faut se rappeler que le noyau d'une comète se compose majoritairement de glace d'eau, mêlée à divers composés volatiles comme la glace de monoxyde de carbone ou la glace de dioxyde de carbone, ainsi que de grains de silicate et de matières organiques complexes. Lorsqu'une comète s'approche de notre étoile, la chaleur croissante provoque la sublimation des glaces, libérant des jets de gaz qui emportent avec eux des particules de poussière. La balance entre ces gaz et ces poussières peut varier en fonction de la composition chimique et de l'histoire thermique de chaque noyau cométaire. Pour C2025K1, les chercheurs soupçonnent qu'une déplétion en composés carbonés, autrement dit une rareté de molécules riches en carbone, pourrait expliquer l'absence de coloration verte ou bleue habituelle. Parallèlement, la présence de certains éléments chimiques comme le sodium peut engendrer une lueur plus orangée ou dorée, notamment si les particules de poussière sont chauffées ou si des émissions spécifiques se forment sous l'influence du rayonnement solaire. Ces hypothèses restent sujettes à investigation, et plusieurs équipes ont sauté sur l'occasion pour réaliser des mesures spectroscopiques plus poussées afin de déterminer la nature exacte des gaz éjectés par la comète. Les échantillons spectraux peuvent permettre de repérer la signature de l'atome de sodium sous forme de raies d'émission, ainsi que la composante d'émission continue liée à la poussière. En outre, la polarimétrie, qui consiste à mesurer la polarisation de la lumière réfléchie, peut révéler des informations fines sur la taille, la forme et la composition des grains de poussière. L'autre aspect fascinant de cette comète réside dans son orbite de longue période, typique des objets venant du nuage d'Oort. Les comètes ainsi propulsées vers l'intérieur du système solaire n'y viennent parfois qu'une seule fois dans leur existence, à moins qu'elles ne subissent des perturbations gravitationnelles capables de les installer sur une orbite récurrente. Les scientifiques se sont donc demandé si C2025K1 effectuait ici sa première incursion dans la région proche du Soleil, ou si elle avait déjà pu effectuer d'autres passages plus anciens dont la trace serait perdue dans le temps. Les études préliminaires ont toutefois suggéré un paramètre orbital quasi parabolique, caractéristique des comètes nouvelles, susceptibles de libérer de grandes quantités de volatiles encore non épuisés. C'est précisément ce genre de configuration qui peut conduire à des éruptions de luminosité soudaines, mais aussi à des risques de désintégration. Cependant, C2025K1 a déjoué les pronostics les plus pessimistes en traversant son périhélie sans signe majeur de rupture. Au contraire, après le 8 octobre 2025, période cruciale où elle a subi les plus fortes contraintes thermiques, on a constaté que la comète émettait encore suffisamment de poussière pour montrer cette fameuse couleur dorée. On peut donc en conclure qu'elle a, à son échelle, plutôt bien résisté au chauffage intense et à l'activité solaire. À mesure que le mois de novembre avançait, les calculateurs d'orbite ont indiqué que la comète allait se rapprocher de la Terre vers la fin du mois, la distance la séparant de notre planète devant descendre autour de 0,4 unités astronomiques, ce qui représente à peu près 60 millions de kilomètres. Cette proximité relative est sans aucun danger pour nous, mais en revanche, elle offre une fenêtre d'observation intéressante pour les astronomes. Toutefois, dans l'hémisphère nord, le meilleur créneau pour la voir restait concentré sur les heures précédant l'aube, dans une zone du ciel située entre les constellations de la Vierge et du Lion, en fonction des dates exactes. De nombreuses personnes passionnées par l'astronomie ont tenté leur chance durant cette fenêtre réduite, car la comète pouvait vite s'échapper des cieux nocturnes et devenir plus difficile à repérer si la trajectoire ou la luminosité évoluait défavorablement. Pour mieux guider les observateurs, plusieurs sites spécialisés, dont The Sky Live, ont proposé des cartes et des outils de suivi en quasi-temps réel, montrant l'emplacement précis de C2025K1 dans le ciel. Certains passionnés ont même tenté de réaliser des dessins ou des séries de photographies pour documenter l'évolution de la queue dorée, dont les variations d'intensité pouvaient se produire sur quelques jours, voire quelques heures, selon l'activité du noyau et les fluctuations du vent solaire. La raison pour laquelle cette teinte dorée suscite tant d'étonnement chez les astronomes tient d'abord au fait qu'elle témoigne d'un équilibre particulier entre la poussière et les gaz dans la chevelure cométaire.
Si une comète est relativement riche en composés carbonés volatiles, alors on observe souvent une prédominance de lueur verte ou bleutée, surtout lorsqu'elle s'approche suffisamment du Soleil pour chauffer ses glaces spécifiques. Ici, l'absence de signaux intenses liés au carbone diatomique ou au cyanogène laisse penser que le dégazage principal provient d'autres espèces chimiques, ou qu'il reste dominé par des grains de poussière échauffés, dont la composition minérale légèrement rougie ou chargée en sodium pourrait filtrer la lumière reçue. Il existe également un effet possible de diffusion, qui dépend de la taille des particules et peut influencer la façon dont la lumière solaire est renvoyée vers l'observateur. Ce sont autant de mécanismes potentiels, appelés à être explorés, grâce aux mesures que l'on peut conduire depuis la Terre avec des spectrographes, ou, si les occasions se présentent, depuis l'espace, avec des instruments capables de couvrir un large domaine de longueur d'onde. Les scientifiques savent déjà que plusieurs comètes ont manifesté par le passé des couleurs particulières, parfois liées à une composition chimique inhabituelle ou à une histoire complexe faite de multiples passages à proximité du Soleil. Dans le cas de C2025K1, c'est surtout l'absence quasi totale de publicité initiale, combinée à l'interaction fascinante de la comète avec notre étoile, qui a créé cet effet de surprise. Durant l'été et l'automne 2025, presque tout l'engouement médiatique se portait sur l'objet 3I Atlas, un visiteur provenant de l'extérieur du système solaire et supposément très différent sur le plan de sa formation et de sa structure interne. Ce n'est qu'une fois que C2025K1 a été réobservé et confirmé mi-octobre, puis qu'elle a élargi sa chevelure dorée, que les observateurs ont réalisé l'opportunité unique qui s'offrait à eux pour étudier un autre type de comportement cométaire. La question que beaucoup se posent est de savoir jusqu'à quand la comète exhibera cette teinte dorée, et si elle pourrait la conserver lorsque sa distance au Soleil augmentera à nouveau. Les modèles de coma et de queue laissent penser que la couleur pourrait persister tant que le dégazage en composés carbonés restera faible, laissant la part belle aux poussières. Toutefois, avec l'éloignement progressif du Soleil, l'intensité d'illumination et de chauffage diminuera, et il n'est pas exclu que la comète redevienne de moins en moins lumineuse, pouvant modifier subtilement sa signature visuelle. Certains pronostics prévoient que d'ici la fin de l'année 2025, CELU 2025K1 s'affaiblira au point de devenir hors de portée de la plupart des petits instruments d'observation. Quoi qu'il en soit, pour nombre d'astronomes amateurs, cette comète restera un souvenir marquant. Peu de comètes offrent une teinte aussi inattendue, et l'aspect plissé de la queue, semblant réagir aux variations du vent solaire, ajoute une dimension dynamique à l'expérience visuelle. Plusieurs de ces passionnés ont déjà commencé à partager des compilations d'images avant-après sur des plateformes d'échange, soulignant la transition assez nette entre la comète encore légèrement verdâtre d'avant le périhélie et celle qui s'est révélée dorée par la suite. Dans certaines séquences accélérées, on apprécie même l'évolution de la queue sur plusieurs nuits, mettant en évidence de petits sursauts d'activité qui se manifestent le long de la traînée de poussière. De tels enregistrements sont précieux pour la communauté scientifique, car ils permettent de conserver une trace précise de la morphologie cométaire dans le temps. Ils peuvent aider à mieux comprendre comment un noyau issu des glaces profondes du nuage d'Oort se comporte quand il traverse cette phase critique d'approche solaire. Les données recueillies par les professionnels et les amateurs sont souvent comparées et recoupées afin d'établir un profil photométrique, polarimétrique et spectroscopique complet de l'objet. Pour les spécialistes en astronomie, CELU 2025K1 marque aussi un jalon dans l'étude des comètes fragiles, souvent soupçonnées de se fragmenter sous l'effet de la chaleur ou de l'influence gravitationnelle du Soleil. Son maintien en un seul tenant démontre que, malgré un périhélie relativement proche, elle a bénéficié de conditions internes lui permettant de ne pas se disloquer. Par ailleurs, la découverte de cette comète par le réseau Atlas illustre l'importance des relevés systématiques du ciel qui s'effectuent sur plusieurs continents, permettant d'augmenter considérablement les chances de repérer et de suivre des objets célestes transitoires. Grâce à ces systèmes, il devient plus facile d'anticiper l'évolution de la luminosité ou de la trajectoire d'une comète et de mettre en place des campagnes d'observation bien coordonnées. Il est enfin intéressant de voir à quel point l'avancée des technologies et la motivation d'une communauté scientifique collaborative ont permis de dévoiler la beauté de ce corps glacé de manière relativement rapide. CELU 2025K1 est peut-être ce qu'on appelle une comète de longue période, mais elle a su rallier en peu de temps l'attention d'un public émerveillé, qu'il s'agisse d'amateurs photographiant la comète ou de professionnels se penchant sur ses moindres particularités. Au-delà de son esthétique, ce sont précisément les défis scientifiques qu'elle soulève
qui en font un sujet d'étude captivant pour ceux qui tentent de percer les secrets de la formation des noyaux cométaires et de leur évolution. Il est possible qu'en reconstituant le parcours de cette comète et en disséquant la composition de ses jets, on obtienne des indices supplémentaires sur la façon dont se sont formés les corps du nuage d'Oort il y a plusieurs milliards d'années, dans les régions les plus externes du nuage protosolaire. En fin de compte, la découverte de C 2025K1 Atlas le 24 mai 2025, la confirmation de sa survie mi-octobre et la révélation de sa spectaculaire queue dorée fin octobre début novembre constituent une belle démonstration de la puissance de l'observation collaborative et de la pertinence des missions automatisées pour suivre l'activité cométaire. Ce qui était au départ perçu comme un objet discret et peut-être éphémère est devenu, en l'espace de quelques semaines, un sujet phare pour de multiples chercheurs et passionnés, tous désireux de comprendre les raisons de son comportement atypique. Même si, sur le plan médiatique, la comète a longtemps été reléguée loin derrière l'objet interstellaire 3I Atlas, elle aura finalement su se faire un nom et charmer les amateurs de ciel nocturne. Son histoire rappelle à quel point l'univers reste un champ d'exploration perpétuel, où chaque nouvelle venue peut nous surprendre par une couleur rare, une trajectoire insolite ou un mécanisme physique encore jamais observé sous cette forme. Alors que la fin de l'année approche et que sa trajectoire l'emmènera inévitablement plus loin du Soleil, il sera intéressant de suivre les dernières évolutions de sa luminosité et de sa coloration. Certains espèrent encore la photographier, afin d'immortaliser ce dégradé doré avant qu'elle ne quitte à nouveau le voisinage terrestre et retourne peut-être définitivement vers les confins du système solaire. S'il existe une leçon qu'on peut déjà tirer de son passage, c'est que la diversité des comètes est bien plus grande qu'on ne l'imagine, et que chaque nouvelle découverte peut potentiellement remettre en question nos modèles sur leur composition et leur évolution. Les amateurs qui ont eu la chance de la contempler pendant ces nuits d'observation pré-aube, dans la fraîcheur de l'automne, garderont certainement longtemps en mémoire cette allure féerique et changeante, rappelant que même au XXIe siècle, la voûte céleste reste un espace d'émerveillement permanent. Dans la pratique, pour quiconque souhaiterait repérer la comète C 2025K1 Atlas durant ce laps de temps, il est vivement conseillé de disposer d'un ciel sombre et de bien se renseigner sur l'heure précise de son lever astronomique. En général, les applications et les éphémérides fournies par certains observatoires facilitent la tâche, car elles indiquent la position de la comète en coordonnées célestes selon la date et l'heure. Il est également utile de connaître la notion de magnitude apparente, qui est un nombre indiquant la brillance d'un astre observé depuis la Terre. Plus la valeur est faible, plus l'astre est brillant. Et magnitude de 9 signifie que l'on a affaire à un objet qui peut être détecté avec de simples jumelles en l'absence de pollution lumineuse trop intense. C'est pourquoi C 2025K1 a très vite suscité l'enthousiasme de ceux qui possèdent un équipement modeste mais rêvent d'admirer un phénomène céleste rare et éphémère. Bien sûr, observer une comète dorée nécessite parfois un peu d'expérience pour discerner la couleur, car l'œil humain n'est pas toujours aussi sensible aux nuances dans l'obscurité. Les capteurs photographiques, eux, captent généralement plus de détails chromatiques et de magnifiques clichés peuvent révéler toute la subtilité des teintes que la comète affiche. Selon Life Science, certains astronomes estiment que ce type de coloration inhabituelle pourrait donner des informations très précises sur la composition minérale de la poussière éjectée et sur les ratios respectifs de divers gaz dans la coma. Lorsque la glace d'eau se sublime, elle peut entraîner avec elle d'autres composés qui, en se libérant, prennent différentes teintes selon les longueurs d'onde émises ou réfléchies. Il existe même des hypothèses liant la présence de grains enrichis en sodium à cette teinte dorée, car le sodium peut rayonner dans une partie du spectre correspondante au jaune intense. Par ailleurs, certaines analyses antérieures sur d'autres comètes ont montré que le sodium pouvait être arraché à la surface du noyau ou piégé dans des grains de poussière dès que la température dépasse un seuil critique de quelques centaines de degrés Celsius, ce qui peut survenir facilement à une distance inférieure à une demi-unité astronomique du Soleil. Les astronomes professionnels n'hésitent donc pas à pointer leurs instruments les plus performants vers C 2025K1 afin de décrypter la structure fine du spectre lumineux et de confirmer ces hypothèses. En effet, comprendre pourquoi une comète arbore un ton doré comporte un intérêt scientifique majeur. Cela éclaire la diversité chimique potentielle des objets du nuage d'Oort et rend compte des processus de différenciation qui peuvent se produire à l'intérieur des noyaux cométaires au fil de leur périple cosmique.
Les données recueillies lors du survol de la comète par divers télescopes au sol pourront être comparées avec celles obtenues pour d'autres comètes plus classiques sur le plan de la couleur. Si l'on constate qu'un certain nombre de comètes présentent cette raréfaction en composés carbonés et un enrichissement en poussière métallique, il faudra alors envisager un scénario de formation ou d'évolution particulier pour ces voyageuses interstellaires. Par ailleurs, il est intéressant de noter la rapidité avec laquelle la communauté internationale a réagi dès les premiers signaux d'un changement de couleur. Les photographies amateurs postées sur les réseaux ont vite circulé, alertant les chercheurs eux-mêmes qui disposent de facilités d'accès à des équipements professionnels. Cette synergie entre astronomes amateurs et professionnels illustre la modernité de l'astronomie d'observation telle qu'elle se pratique au début du XXIe siècle. De plus, la confirmation qu'un corps céleste donné n'a finalement pas disparu lors de son périhélie, alors même qu'on le soupçonnait de s'effacer, rehausse toujours l'intérêt d'en faire l'examen en profondeur. L'histoire récente de C2025 K1 nous rappelle également que les comètes venues du nuage d'Oort sont parfois annoncées comme des comètes du siècle, susceptibles de produire de vastes spectacles lumineux, puis finissent par se briser ou s'assombrir bien avant d'atteindre la culmination de leur éclat. Or, ici, c'est l'inverse qui s'est produit. La comète est restée relativement discrète jusqu'à ce que, contre toute attente, elle exhibe une singularité visuelle remarquable, ce qui fait d'elle un objet d'étude d'autant plus précieux. Sur un plan strictement scientifique, le choix du moment et du lieu d'observation de la comète joue pour beaucoup dans la qualité des données récoltées. Des astronomes doivent composer avec la rotation de la Terre, les variations de luminosité du ciel et la météo, et ils profitent souvent de la fin de nuit pour disposer d'un ciel suffisamment sombre sans être trop bas sur l'horizon. Dans l'hémisphère nord, les constellations de la Vierge et du Lion deviennent des points de repère pour localiser C2025 K1 en fin d'année 2025, voire au tout début de la suivante, si elle reste visible. Cependant, on sait que les comètes amorcent un déclin progressif lorsque leur distance au Soleil augmente à nouveau, rendant le dégazage moins intense et la chevelure plus ténue. Ainsi, l'opportunité de la voir sous cette apparence dorée demeure conditionnée par la période de forte activité qui suit immédiatement le périhélie. Un autre paramètre non négligeable prend la forme de la fameuse queue plissée qui émanerait de la comète. Les spécialistes expliquent que ce motif ondulé peut naître d'interactions particulièrement dynamiques entre les jets de gaz émis par le noyau et le vent solaire. Parfois, la queue de poussière peut se séparer de la queue ionique, chacune étant composée de particules de masse et de charges différentes. Les particules chargées peuvent être poussées plus violemment par le vent solaire et former des structures filamenteuses qui se déforment rapidement. Dans le cas présent, il semble que la queue de C2025 K1 présente plutôt un plissé dans le continuum de poussière, ce qui dénote peut-être un flux épisodique ou pulsé de matière provenant du noyau, modulé par la rotation de ce dernier ou par des sursauts localisés. Pour démêler ces phénomènes, des observations répétées sont nécessaires, notamment en imagerie haute résolution, qui permettrait de distinguer les filaments ou les arches de matière au sein de la queue. Certains essaient également de corréler ces observations à des mesures du vent solaire, afin de voir si de brusques changements d'intensité ou de direction du flux de particules solaires coïncident avec les distorsions observées dans la queue. Ceci peut contribuer à mieux saisir l'évolution dynamique d'un noyau en pleine phase de dégazage. Qu'il s'agisse de professionnels minutieusement équipés ou de passionnés capturant des images avec un télescope plus modeste, chacun apporte sa pierre à l'édifice en documentant l'aspect changeant de la comète. Une fois combinées, ces données aident à brosser un tableau plus complet de la vie de C2025 K1, depuis sa sortie potentielle du nuage d'Oort jusqu'à son passage près du Soleil et sa plongée express dans les radars médiatiques, l'indiquent certaines sources, Wikipédia, The Sky Live, Live Science. La comète illustre à quel point notre compréhension de ces petits corps glacés demeure incomplète, même après des décennies de recherche. Certes, on sait aujourd'hui modéliser en partie les trajectoires, et la physique de la sublimation a fait l'objet de travaux détaillés. Mais chaque nouvelle comète nous réserve toujours son lot de découvertes. Les chercheurs se demandent également comment la structure interne de C2025 K1 Atlas a pu résister à l'épreuve du périhélie sans se fragiliser au point de s'effondrer, comme cela s'est produit pour d'autres comètes dans des situations similaires. Certains avancent l'idée que son noyau pourrait être plus grand ou plus compact que prévu,
ce qui limiterait l'infiltration de la chaleur à l'intérieur et préserverait un noyau unifié. D'autres supposent qu'il pourrait exister une couche superficielle de matériaux réfractaires, empêchant une érosion trop rapide des glaces plus volatiles situées en dessous. Dans tous les cas, seul un suivi prolongé dans le temps permettra de tirer des conclusions plus fermes. Il se peut qu'à terme, la comète finisse par se scinder en morceaux si elle repasse un jour près du Soleil ou si des contraintes gravitationnelles trop importantes la déforment. Mais tant qu'elle demeure observable, son étude alimentera certainement la compréhension de la chimie et de la dynamique cométaire. Enfin, il est intéressant de souligner que ce type d'étude s'inscrit dans un cadre plus vaste, où les astronomes veulent déterminer comment l'eau terrestre, et par extension la vie, ont pu apparaître sur notre planète grâce aux apports extérieurs d'eau et de matières organiques. Les comètes, en particulier celles issues du nuage d'Oort, pourraient fournir une part non négligeable des blocs constitutifs de la biosphère. Mais les débats scientifiques restent animés sur la proportion exacte. L'observation de C2025K1, avec ses caractéristiques particulières, viendra sans doute ajouter de petites pièces au puzzle global de l'évolution chimique à l'échelle cosmique. Au final, cette comète dorée, d'abord passée inaperçue, aura réussi à capter l'attention de nombreux observateurs, autant pour son esthétisme rare que pour les interrogations savoureuses qu'elle soulève. Voir un corps venu des confins glacés de notre système solaire se parer de reflets d'or face au Soleil rappelle l'immensité et la diversité des phénomènes célestes et renforce l'idée qu'il reste énormément à découvrir. Nous n'avons peut-être pas fini d'entendre parler de C2025K1 Atlas, car les chercheurs continueront sans doute à publier des rapports et analyses dans les mois et années à venir, partageant ainsi avec le grand public les secrets que recèlent encore ces fabuleuses sentinelles venues du lointain nuage d'Oort. Et bien que son approche la plus proche de la Terre ne doive pas susciter la moindre inquiétude en termes de risque d'impact, son passage constitue un moment fort pour contempler, une fois de plus, la danse des comètes et célébrer la beauté intemporelle qui entoure les voyageurs célestes. D'autres comètes, alors qu'elles ne s'approchent pas suffisamment pour être qualifiées de rasantes, peuvent néanmoins connaître des épisodes de fragmentation et se briser subitement, laissant derrière elles plusieurs fragments qui continuent à suivre une trajectoire similaire. Il arrive que chacun de ces morceaux développe sa propre coma et sa propre queue, donnant aux images astronomiques un aspect presque poétique, comme si chaque fragment devenait à son tour une comète miniature. Les causes de ces ruptures peuvent être variées. Modification thermique rapide, pression de gaz piégé en profondeur et qui se libère brutalement, ou encore collision avec de petits débris interplanétaires. Dans certains cas, on a affaire à des événements plus progressifs, où la comète se désagrège lentement sur plusieurs semaines, libérant un nuage de fine poussière. À d'autres moments, l'explosion est plus soudaine et brutale, se manifestant par une augmentation éclair de l'éclat cométaire, avant que le noyau ne se sépare en plusieurs morceaux irrécupérables. Certains astronomes amateurs ont aussi popularisé l'expression « Devil Comet » pour évoquer certaines comètes dont l'aspect devient étrange ou inquiétant, en particulier quand leur queue semble arrachée ou tordue par les fluctuations rapides du vent solaire. Il arrive qu'un orage magnétique solaire, c'est-à-dire un épisode où l'activité solaire est accrue, reconfigure violemment les lignes de champ, heurtant la comète et réorganisant en quelques heures la forme de la queue ionique. Sur certaines photographies, on a pu observer ce qui semble être une queue brisée, comme séparée de la comète, donnant l'illusion d'un espace vide entre la comète et ce qui reste de sa traînée lumineuse. Parfois, cette portion détachée s'éloigne et se dissipe, laissant apparaître une nouvelle queue qui commence à se développer en sens inverse. Cette queue fantôme participe à la réputation un peu diabolique ou surnaturelle de certaines apparitions cométaires. Au tout premier stade de la formation de notre système solaire, une vaste nébuleuse de gaz et de poussière s'est condensée sous l'effet de la gravitation pour donner naissance au Soleil et aux planètes. À cette époque, la matière orbitante entre la future planète Mars et la géante Jupiter était soumise à des collisions, à des concentrations de matériaux et à des perturbations gravitationnelles particulièrement fortes. En effet, la présence d'une planète géante en croissance comme Jupiter, dotée d'une masse considérable, a continuellement perturbé les débris qui tentaient de s'agglomérer dans cette région.
C'est ainsi que, selon les scénarios d'évolution les plus admis, s'est constituée la ceinture principale d'astéroïdes, un vaste anneau de petits corps rocheux, métalliques ou mixtes, aujourd'hui répartis entre les orbites de Mars et de Jupiter. L'histoire de cette région est intimement liée à l'équilibre dynamique du système solaire, car si Jupiter n'avait pas été là, une autre planète aurait pu se former dans cette zone. Mais la forte influence de la géante gazeuse a brisé de nombreux embryons de planètes et maintenu ces fragments à l'état d'astéroïdes en orbite dispersée, sans jamais leur laisser la possibilité de se fondre en un corps unique. Lorsque les astronomes du 19e siècle se sont mis à scruter le ciel de manière plus systématique, ils ont découvert progressivement plusieurs de ces corps. D'abord, le tout premier à avoir été identifié est Cérès, au tout début du 19e siècle, observé comme un point lumineux qui semblait se déplacer parmi les étoiles fixes. Au fil des ans, plusieurs autres astéroïdes ont été repérés, souvent nommés par des chiffres et des appellations mythologiques. Le terme d'astéroïde vient du fait que ces objets ressemblaient à de simples points d'étoiles lorsqu'on les observait dans les télescopes de l'époque, alors qu'une planète apparaît sous la forme d'un disque. À mesure que les méthodes d'observation se perfectionnaient, notamment grâce à la photographie puis à l'imagerie numérique, on a pris conscience de la pluralité extraordinaire qui règne dans cette ceinture. D'innombrables blocs rocheux de tailles variées, certains de quelques dizaines de mètres seulement, d'autres de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Aujourd'hui, on sait que ces astéroïdes se répartissent au sein de différentes familles constituées de débris issus d'anciens chocs cataclysmiques et qu'ils présentent des propriétés spectrales distinctes. Les astronomes classent habituellement ces objets selon plusieurs types, dont les principales catégories sont décrites par des lettres qui renvoient à leur composition chimique. On cite souvent la lettre C pour carbonaceous, autrement dit des astéroïdes majoritairement riches en carbone. La lettre S pour silicaceous, mettant en évidence une forte teneur en silicate, et la lettre M pour métallique, révélant une abondance de métaux comme le fer et le nickel. Ces désignations sont simplifiées, car la réalité est encore plus variée. On trouve des astéroïdes hybrides, dont la composition combine ces caractéristiques à des degrés différents. Les objets riches en carbone, catégorie C, sont particulièrement intéressants pour l'astrochimie, car ils sont susceptibles de receler des molécules organiques complexes et, dans certains cas, des traces d'eau, H2O, en forme de minéraux hydratés ou de glace piégées dans leur structure. Fait plus surprenant, plusieurs découvertes récentes montrent que la frontière entre un astéroïde présumé inerte et une comète à activité gazeuse ne semble pas si nette. Certains astéroïdes, reconnus sous l'appellation « objet actif de la ceinture principale » ou MBC, selon l'expression en anglais désignant les Main Belt Comets, se sont mis à dévoiler des phénomènes d'outgassing, c'est-à-dire l'échappement de gaz ou de poussière au-dessus de leur surface. Parfois, ce dégazage transitoire est lié à un impact de petits projectiles. Il peut exposer des glaces internes à la lumière du Soleil. Parfois, il résulte d'un phénomène saisonnier. Si la structure d'un astéroïde riche en molécules volatiles subit une élévation de température locale suffisante pour sublimer de la glace. Comme ces corps ne présentent pas un dégazage soutenu sur de longues périodes, ils demeurent classés du côté des astéroïdes. Mais leur comportement rappelle celui des comètes, en particulier lorsqu'on observe autour d'eux une légère traînée de poussière. Pour les scientifiques, ces objets formidables constituent de précieux laboratoires naturels, car ils aident à mieux comprendre comment des composés volatiles peuvent se retrouver si profondément enfouis dans un astéroïde. Cela pose aussi la question de la genèse de ces corps. Sont-ils des comètes inactives qui ont migré vers cette région, ou bien des astéroïdes qui ont conservé un reliquat de glace depuis la naissance du système solaire? Une question qui renforce l'hypothèse d'une frontière finalement plus poreuse qu'on ne le pensait entre les comètes et les astéroïdes. L'exploration de la ceinture d'astéroïdes a pris un nouveau tournant grâce à des missions spatiales dédiées permettant de dépasser la simple étude télescopique et d'aller analyser ces mondes de près. L'une des plus significatives est la mission Dawn, lancée par l'agence spatiale américaine pour étudier successivement Vesta et Cérès. Dawn a d'abord dépassé Mars, puis s'est insérée en orbite autour de Vesta en 2011. Vesta est un gros astéroïde de forme irrégulière, considéré par certains chercheurs comme un embryon de planète. D'un diamètre moyen d'environ 530 km, Vesta est recouvert d'une croûte basaltique, ce qui témoigne d'une différenciation interne passée, similaire à celle des planètes telluriques. Un noyau métallique dense au centre, un manteau rocheux et une coque superficielle.
Les instruments de la sonde Dawn ont permis de cartographier la géologie de Vesta, de relever des détails d'impacts anciens, notamment le gigantesque bassin d'impact Rhea Silvia au pôle sud, et de mieux comprendre la nature de ces terrains. La sonde a révélé que Vesta possède des minéraux indiquant un volcanisme passé, même si on l'imagine éteinte aujourd'hui. Les données de Dawn ont également mis en évidence la présence de minéraux hydratés. Cela ne signifie pas que Vesta conserve de la glace à sa surface, car elle fait généralement très sec, et sa température peut atteindre quelques dizaines de degrés Celsius positifs au maximum diurne près de l'équateur, mais rarement plus. Cependant, certains dépôts semblent pouvoir contenir des traces d'hydratation, résultat possible d'impact d'objets plus riches sans volatiles. Après Vesta, la sonde Dawn a quitté ce gros astéroïde pour allier Cérès, le plus grand corps de la ceinture d'astéroïdes. Officiellement, Cérès est classé comme planète naine, car son diamètre s'approche d'environ 950 km et sa forme est quasi sphérique. Les scientifiques s'y sont intéressés pour diverses raisons, dont la possible présence d'un réservoir d'eau, H2O, souterrain. Les images récoltées par Dawn ont d'emblée révélé des surfaces relativement sombres, ponctuées de zones plus claires, dont les fameuses taches brillantes de la région du cratère Okator. Ces taches proviennent de la remontée à la surface de composés comme des carbonates et d'autres sels, extraits par un liquide souterrain. Cette découverte a conforté nombre de chercheurs dans l'idée que La glace d'eau peut subsister à quelques kilomètres de profondeur et alimenter sporadiquement la surface via des fractures ou des cryovolcans. Les températures à la surface de Cérès dépendent de l'ensoleillement, mais on peut observer des variations allant d'environ -110 degrés Celsius dans les zones ombragées près des pôles, jusqu'à des pics proches de 0 degrés Celsius en plein jour sur certaines régions plus exposées. Les relevés de Dawn ont ainsi confirmé l'hypothèse que Cérès est bien plus aqueuse que ne l'est Vesta, ce qui en fait un fascinant réservoir de matériaux potentiellement importants pour retracer les conditions initiales dans la ceinture d'astéroïdes et plus largement dans tout le système solaire interne. Par ailleurs, la présence possible d'eau, H2O, dans la ceinture d'astéroïdes soulève depuis longtemps une interrogation majeure. Cette région a-t-elle pu contribuer à l'apport en eau sur la Terre, en plus de ce que pouvaient transporter certaines comètes? L'histoire de notre planète bleue est étroitement liée à cette question, parce qu'on estime que l'eau n'a pas pu rester stable aux toutes premières étapes de la formation terrestre, quand les températures de surface étaient probablement trop élevées, plusieurs centaines de degrés Celsius, après l'assemblage de la prototerre et les collisions gigantesques qui s'ensuivirent. L'eau a donc dû être en partie acheminée ensuite par des corps riches en glace ou en composés hydratés. Les comètes sont évidemment d'excellentes candidates, car on sait qu'elles abondent en eau, H2O, gelée. Pourtant, les études de la composition isotopique, en particulier le rapport deutérium sur hydrogène, soit le rapport D sur AH, suggèrent que l'eau de nombreuses comètes ne correspond pas exactement à celle trouvée sur Terre. À l'inverse, certains astéroïdes carbonés de la ceinture principale, plus proches de la Terre que les comètes de la périphérie, pourraient posséder une eau, H2O, dont le rapport D sur AH s'approche davantage de celui de nos océans. C'est ce qui a motivé plusieurs travaux visant à mesurer précisément cette signature isotopique chez différents échantillons météoritiques. Certains d'entre eux, considérés comme des chutes d'astéroïdes de type carboné, montrent des valeurs de rapport D sur AH compatibles avec l'eau terrestre, ce qui alimente l'hypothèse que les astéroïdes de la ceinture principale, ou au moins une partie d'entre eux, ont pu contribuer de façon significative à notre approvisionnement en eau. Pour approfondir la connaissance de ces astéroïdes, la NASA et d'autres agences spatiales ont lancé diverses missions. Parmi elles, la mission OSIRIS-REx, qui avait pour but d'étudier et de ramener à la Terre un échantillon du matériau présent à la surface de l'astéroïde Bennu. Bennu est un petit astéroïde de la famille dite B, souvent associé aux objets carbonés, et son orbite croise périodiquement celle de notre planète. Les analyses en orbite effectuées par OSIRIS-REx ont mis en évidence sur Bennu un grand nombre de roches fracturées, de régolithes meubles et, fait notable, d'argile hydratée, qui contiennent des traces d'oxygène et d'hydrogène, formant ainsi des minéraux hydratés. On suppose que ces roches se sont formées au début de l'histoire du système solaire, dans de l'eau, H2O, liquide, présente à l'intérieur de l'astéroïde parent de Bennu, avant que ce corps primitif ne se brise et ne disperse ses fragments. La mission a prélevé une quantité non négligeable de régolithes sur Bennu,
et la rapporter sur Terre, permettant aux laboratoires du monde entier d'analyser sa composition à l'échelle microscopique. Les premiers résultats confirment la présence de matières organiques complexes, possiblement précurseurs des briques fondamentales de la vie, et la mise en évidence d'eau piégée dans des minéraux. Ce matériel primitif est inestimable pour mieux comprendre comment, très tôt, des composés volatiles ont pu être préservés et quelles réactions chimiques se sont produites avant que notre planète ne devienne habitable. À l'échelle de la ceinture, les températures moyennes sont relativement froides, bien que plus élevées que celles régnant dans les confins du système solaire au niveau de la région de Neptune ou plus loin encore. Ainsi, un astéroïde en orbite moyenne dans la ceinture recevra moins de rayonnement solaire qu'une planète comme Mars, mais davantage que Jupiter. Les écarts de température entre le côté éclairé et le côté plongé dans l'ombre restent importants en l'absence d'atmosphère, et on peut s'attendre à des amplitudes thermiques de plusieurs dizaines de degrés Celsius au cours d'une journée. Néanmoins, la simple irradiation solaire suffit parfois à provoquer la sublimation de la glace dans les couches superficielles, à condition que cette glace se trouve suffisamment proche de la surface. À l'opposé, des corps qui possèdent un manteau rocheux épais et très compact peuvent retenir la glace en profondeur, l'empêchant de s'échapper, ce qui contribue à masquer ces réservoirs de matière volatile jusqu'à un éventuel événement perturbateur. Une autre raison d'étudier la ceinture d'astéroïdes vient de l'importante diversité de ces objets. On y observe des astéroïdes pratiquement métalliques, riches en fer et en nickel, issus probablement de la désintégration du noyau d'une protoplanète après un impact d'une violence extrême. D'autres objets sont qualifiés de pierreux ou silicacés. Ce sont les types S, renfermant de la silice, de l'olivine, et on trouve aussi des astéroïdes sombres carbonés, associés au type C, qui paraissent similaires à certains types de météorites tombés sur Terre, appelés chondrites carbonés. Or, ces météorites chondrites carbonés abritent non seulement des minéraux créés dans des milieux aqueux, mais parfois des molécules organiques complexes, et même des acides aminés. Cette composition chimique souligne un point essentiel. La ceinture d'astéroïdes n'est pas un simple dépotoir d'éclats de roche. Elle recèle un échantillonnage unique des conditions qui régnaient au moment de la formation du système solaire. Les différences de composition nous éclairent sur la manière dont la matière a pu se condenser à diverses distances du Soleil, et comment des processus thermiques, impactants ou aqueux, ont façonné ces embryons de planètes inachevées. Les missions spatiales vers la ceinture apportent constamment leur lot de révélations. En plus de Dawn et d'Osiris-Rex, de nombreux survols ont été effectués par des sondes qui visaient d'autres destinations, mais profitaient de leur trajectoire pour collecter des données sur un ou plusieurs astéroïdes croisant leur route. C'est ainsi que les sondes Galileo, Near-Shoemaker, Rosetta et d'autres, lors de survols, ont pris de précieuses images, effectué des mesures de composition et évalué la masse et la densité de petits astéroïdes. Chacune de ces observations contribue à affiner nos idées sur leur formation et leur évolution à long terme. Les collisions dans la ceinture ne sont pas rares, à l'échelle des temps géologiques. Tous ces chocs ont participé à façonner des familles d'astéroïdes qui partagent des traits communs et se déplacent sur des trajectoires cohérentes. Parfois, l'historique de ces collisions se retrouve inscrit dans la distribution des orbites et dans la composition chimique de ces groupes. Cela permet de remonter le temps en étudiant leurs propriétés combinées. L'ensemble de ces études tisse un maillage de connaissances, unifiant les aspects dynamiques et géologiques, éclairant l'histoire même de notre système solaire. Au-delà de la question de l'eau, la ceinture d'astéroïdes revêt aussi un intérêt pratique pour l'exploration future de l'espace. Puisqu'elle contient un grand nombre d'objets et qu'on y trouve des richesses variées, métaux, minéraux rares, glaces, certains projets envisagent la possible exploitation minière de ces astéroïdes. Des entreprises privées et des agences gouvernementales scrutent déjà la faisabilité d'envoyer des sondes capables de repérer les objets les plus riches en métaux précieux ou en ressources volatiles utiles à de futures colonies. C'est pour cette raison que mieux comprendre la composition de la ceinture d'astéroïdes et la dynamique de chaque corps revêt une importance stratégique, au-delà de l'intérêt scientifique strict. Les techniques d'approche, de capture, voire de déflexion d'astéroïdes en cas de menace pour la Terre, gagneront également en efficacité grâce à ces connaissances. En effet,
un astéroïde métallique ne répond pas de la même manière aux tentatives de déviation ou aux forces de marée qu'un astéroïde globalement poreux et carboné. Situé au-delà de l'orbite de Neptune, la ceinture de Kuiper correspond à une vaste zone peuplée d'une multitude de petits corps glacés. Elle s'étend grosso modo de 30 unités astronomiques, la distance moyenne Terre-Soleil, jusqu'à environ 50 unités astronomiques, même si certains objets peuvent s'échapper un peu au-delà de cette limite. Là-bas, l'intensité du rayonnement solaire diminue drastiquement et la température avoisine souvent moins de 100 degrés Celsius. Dans ce royaume gelé, on recense des glaces d'eau, de méthane, d'azote ou encore de monoxyde de carbone. Toutes ces substances restent stablement piégées tant que le Soleil ne les chauffe pas suffisamment. Les astronomes distinguent plusieurs types d'objets dans la ceinture de Kuiper, notamment ceux dont l'orbite est presque circulaire et peu inclinée, qu'on qualifie de classiques. D'autres sont résonnants, car ils subissent une interaction orbitale avec Neptune, par exemple 2 révolutions complètes pendant que la planète géante en effectue 3. Ce jeu de résonance stabilise leurs orbites, ou au contraire, les pousse à migrer, leur faisant parfois traverser des zones dynamiques houleuses, et certains finissent par se rapprocher du Soleil. Ainsi, la ceinture de Kuiper forme un véritable coffre au trésor Astronomique. Juste après la ceinture de Kuiper, on découvre une région voisine, appelée disque diffus ou disque éparse. Ces objets suivent des trajectoires plus étendues et plus excentriques, c'est-à-dire qu'ils dessinent des ellipses plus allongées. Cette différence de formes radicaux est souvent liée aux perturbations gravitationnelles qu'exerce Neptune, car une approche rapprochée avec la planète peut arracher l'objet à une orbite presque circulaire pour l'envoyer beaucoup plus loin, parfois sans unités astronomiques ou davantage. Comme ces corps s'éloignent considérablement du Soleil à l'aphélie, le point le plus lointain de leur orbite, ils peuvent ensuite redevenir très discrets, inertes, et on ne les détecte que rarement. Pourtant, il suffit parfois d'une perturbation supplémentaire pour les forcer à replonger vers l'intérieur du système solaire. Dans ces conditions, ces astres anguleux peuvent s'activer sous l'effet d'un regain de chaleur, sublimant tout ou partie de leur glace. Ainsi, disque diffus et ceinture de Kuiper apparaissent comme 2 franges d'un même réservoir de matières anciennes, hérité du disque protoplanétaire initial. Les objets qui en proviennent peuvent donc, à force d'interactions incontrôlées, devenir des comètes de courte période. Ils sont parfois catapultés jusqu'à s'approcher près du Soleil, offrant alors un spectacle éphémère. Parmi les mondes les plus notables dans la ceinture de Kuiper, on trouve d'abord Pluton, longtemps considéré comme la 9e planète avant d'être reclassé en planète naine. Cette dénomination souligne son appartenance à un groupe plus vaste de corps comparables en termes de taille et de composition. Pluton possède d'ailleurs plusieurs lunes, dont Charon, qui fait presque la moitié du diamètre de Pluton. Les données recueillies par la sonde New Horizons en 2015 ont montré une surface complexe, avec des plaines de glace d'azote, des montagnes de glace d'eau et même des phénomènes assimilables à de la géologie active, dans un environnement pourtant à moins 230 degrés Celsius. Un autre exemple marquant est Eris, un objet si grand et si éloigné qu'il a suscité au début des années 2000 une controverse sur la définition même du terme planète. On compte également Oméa, remarquable pour sa forme allongée et son taux de rotation très rapide, ou Makemake, dont la surface semble recouverte d'un mélange de méthane gelé et d'autres glaces. Enfin, Arrokoth, visité lui aussi par New Horizons, a révélé 2 lobes collés l'un à l'autre, témoignant d'une accrétion en douceur à l'aube du système solaire. Les objets du disque diffus, quant à eux, fascinent par leur orbite atypique, souvent très inclinée ou très allongée. L'un de leurs points communs demeure la force de Neptune, qui peut à tout moment modifier le parcours d'un de ses corps, lui faisant gagner ou perdre beaucoup d'énergie orbitale. Lorsque cela se produit, la nouvelle trajectoire peut l'amener dans des parages bien plus ensoleillés, où la glace se réchauffe et finit par se vaporiser. Si le noyau de l'objet est suffisamment riche en éléments volatiles, cela peut donner naissance à une comète spectaculaire, dont la queue se déploie au gré du vent solaire. Mais certains objets, en raison de leur orbite très excentrique, s'aventurent si loin qu'ils restent hors d'atteinte de nos instruments de détection, un peu comme des sentinelles invisibles dans l'obscurité. Ces corps n'en demeurent pas moins importants pour la compréhension globale de l'évolution du système solaire. Une fois de temps en temps, il suffit d'un passage d'une étoile voisine ou d'une secousse gravitationnelle
pour bouleverser leurs orbites, ajoutant encore un élément de complexité à ce ballet cosmique. Ainsi, le disque diffus sert de passerelle, reliant les abords de la ceinture de Kuiper aux régions plus lointaines. À mesure que l'on explore ces territoires glacés, on s'aperçoit que leur teinte varie grandement d'un objet à l'autre. Certains arborent une surface plutôt grisâtre, tandis que d'autres affichent un rouge sombre. Cette disparité est souvent attribuée à des différences de composition initiale ou à l'intensité de l'exposition aux particules énergétiques. Les collisions peuvent aussi jouer un rôle. Lors d'un impact, une partie de la croûte altérée est éjectée, dévoilant des couches plus jeunes et moins soumises aux tholins. Cette dynamique complexe s'observe dans la ceinture de Kuiper comme dans le disque diffus, rappelant que même à ces distances extrêmes, la surface évolue lentement au fil du temps. Les taux de collision y sont certes plus faibles qu'aux abords de la Terre, mais sur des échelles de millions d'années, chaque choc contribue à remodeler l'aspect d'un objet transneptunien. Les variations de luminosité mesurées depuis la Terre indiquent parfois que la forme générale de certains objets est allongée, signe probable d'une rotation rapide ou d'une histoire d'impact multiples. Chaque observation apporte un indice supplémentaire pour reconstituer l'évolution de ces mondes froids qui semblent tout sauf figés dans le temps. Les chercheurs pensent par ailleurs que la disposition actuelle de la ceinture de Kuiper et du disque diffus résulte de mouvements passés des planètes géantes. Une hypothèse, nommée modèle de Nice, suggère que Neptune et ses sœurs plus massives ont migré au fil des premiers temps du système solaire. Dans ce scénario, les objets qui se trouvaient originellement à des emplacements stables furent poussés vers l'extérieur ou vers l'intérieur, remodelant entièrement l'architecture de ces confins. Ainsi, est née la distinction entre ceinture de Kuiper classique et disque diffus, dont les populations d'objets se recouvrent partiellement, mais présentent aussi des différences d'orbite. Les survols de sondes spatiales, comme New Horizons, couplés aux observations télescopiques, permettent de mieux cerner l'histoire de cette migration planétaire. En identifiant la nature chimique des glaces et la forme exacte de chaque orbite, on affine les modèles informatiques qui cherchent à reproduire l'état primitif du disque protoplanétaire. Cette enquête minutieuse nous apprend que rien n'est figé dans ces zones, et que la gravitation n'a cessé de les sculpter depuis des milliards d'années. Les missions futures continueront d'explorer la ceinture de Kuiper et le disque diffus, car ces régions lointaines sont comme des capsules temporelles, préservant des matériaux qui n'ont guère évolué depuis la naissance du Soleil. Des télescopes de nouvelle génération, installés au sol ou dans l'espace, vont scruter ces confins pour repérer toujours plus d'objets inconnus, dont certains dépassent sans doute les 1000 km de diamètre. Chaque découverte alimente nos bases de données sur l'orbite, la forme, la rotation ou la composition chimique de ces corps. En analysant la variation de brillance ou le spectre de la lumière qu'il renvoie, on peut inférer la présence de certaines glaces ou de matières organiques. On s'attend même à ce que des missions robotisées plus ambitieuses puissent un jour se poser sur l'un de ces astres, comme on l'a fait avec des sondes sur des astéroïdes plus proches. Une telle démarche offrirait un accès direct à la structure interne et aux glaces souterraines, consolidant notre compréhension de la genèse des blocs primordiaux du système solaire. Plus on en saura sur ces lointains paysages givrés, mieux on décryptera l'histoire globale de notre environnement cosmique. Le nuage d'Oort est souvent présenté comme l'un des plus grands mystères de notre système solaire, un vaste réservoir qui s'étend, selon les estimations les plus communément admises, entre environ 10 000 unités astronomiques et 100 000 unités astronomiques à partir du Soleil. Une unité astronomique correspond à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, soit un peu plus de 150 millions de kilomètres. Cela signifie qu'au plus lointain, le nuage d'Oort s'étire jusqu'à plusieurs milliers de milliards de kilomètres de notre étoile, et qu'il formerait une sorte d'enveloppe quasi sphérique autour de tout le système solaire. Cette région extrême est peuplée de milliards, voire de milliers de petits corps glacés, qui pour la plupart ne s'approcheront jamais suffisamment du Soleil pour être observés de près. Au départ, on peut imaginer qu'il règne dans cet environnement éloigné de très faibles températures, facilement inférieures à moins 200 degrés Celsius ou même au-delà, car on est très loin de la chaleur solaire directe. On sait aussi que, là-bas, le rayonnement solaire est si faible qu'il n'existe guère d'activité sublimatoire notable sur la majorité des corps qui s'y trouvent.
Toutefois, certains événements, comme le passage d'une autre étoile à proximité ou l'influence des marées galactiques, peuvent, au fil du temps, déstabiliser l'orbite de ces corps et les envoyer vers les régions intérieures du système solaire, où ils deviendront des comètes à longue période. L'idée selon laquelle il existe un énorme réservoir de comètes a été proposée au milieu du XXe siècle par l'astronome Jan Oort, afin d'expliquer la provenance de tant de comètes aux trajectoires très allongées. Beaucoup présentaient des orbites qui semblaient indiquer qu'elles venaient de très loin, et que pour certaines, c'était peut-être leur première visite dans le voisinage du Soleil. En effet, si une comète n'a jamais fait le trajet jusque dans le système solaire interne, sa trajectoire est dite quasi parabolique, avec une excentricité extrêmement proche de 1. Autrement dit, sa course est presque ouverte, à la limite entre une ellipse et une parabole parfaite. Or, pour un phénomène de ce genre, il est nécessaire d'envisager une zone initiale dans laquelle toutes ces comètes pourraient rester enregistrées, parfois durant des millions d'années, avant d'être perturbées par un coup de gravité fortuit qui les précipite vers l'intérieur. C'est exactement ce rôle que remplirait le nuage d'Oort, bien qu'il ne soit pas directement observable. Son existence est déduite à partir de calculs d'orbites cométaires et d'indices indirects, plutôt que par imagerie directe. Ce réservoir serait donc composé majoritairement de petits noyaux gelés renfermant un mélange de glace et de poussière, similaire à ceux qui composent les comètes que nous croisons parfois. On pense que ces noyaux contiennent des glaces d'eau, mais aussi de nombreuses glaces plus volatiles, comme celles d'ammoniac ou de dioxyde de carbone, ainsi qu'un éventail de molécules organiques complexes. À ces températures ultra basses, les substances demeurent piégées dans une matrice solide depuis les débuts du système solaire, portant possiblement la mémoire chimique des premiers instants de sa formation. Comme ces corps sont rarement réchauffés, on estime qu'ils gardent des caractéristiques potentiellement vierges, qui n'ont pas été altérées par les passages répétés au plus près du Soleil. Lorsque l'un de ces noyaux effectue sa première plongée dans la région interne, il peut présenter des comportements inattendus, des surprises chimiques ou physiques dues à des glaçages qui n'ont jamais été éprouvés à la chaleur solaire. La comète appelée C2025K1, Atlas, illustre parfaitement ce scénario. Les astronomes la décrivent comme dynamically new, en raison de son orbite très proche de la parabole, ce qui suggère qu'elle provient du nuage de Oort, et qu'elle n'avait jamais encore franchi un périple vers les zones les plus éclairées de notre système solaire. Lorsqu'une comète passe de ses confins glacés à l'environnement plus chaud, elle est soumise à un stress intense. Les changements de température sont brutaux, même si, à l'échelle de la vie humaine, un voyage qui dure parfois quelques milliers d'années peut sembler lent. Quand on considère la distance vertigineuse parcourue, on comprend qu'il a pu se produire un nombre immense de variations minuscules de sa trajectoire, accumulées au fil des influences du champ gravitationnel galactique ou des passages plus ou moins lointains d'autres étoiles. Chaque perturbation agrandit ou réduit légèrement la vitesse, oriente différemment l'orbite, jusqu'au moment où le corps finit par plonger vers le Soleil. C'est pourquoi on parle souvent d'injection par marée galactique et par rencontre stellaire. Les marées galactiques sont, pour simplifier, des différences d'attraction gravitationnelle exercées par le disque de la Voie lactée sur le nuage de Oort, qui peuvent suffire à rompre la stabilité des trajectoires de certains objets. En parallèle, des étoiles situées dans le voisinage du Soleil, ou qui le croisent sur de longues périodes, peuvent rapprocher brièvement leur gravité et légèrement perturber les orbites d'objets lointains. Parfois, un décalage minuscule initial finit par devenir une véritable excursion dans les régions intérieures. Le cas de C2025K1 Atlas a intrigué les astronomes pour plusieurs raisons, notamment sa composition chimique particulière, qui semblerait pauvre en carbone. D'ordinaire, beaucoup de comètes arborent des teintes verdâtres ou bleutées, causées par la présence de molécules comme le dicarbone, appelé parfois C2, ou le cyanogène, que l'on désigne parfois par le terme carbonitrure, descendant de la molécule notée C+N, auxquelles s'ajoutent différentes combinaisons de gaz, de poussières et d'ions. Ici, les premières analyses spectrales ont révélé peu de signatures évidentes de ces molécules carbonées.
Certains chercheurs émettent l'hypothèse que, lors de son premier survol solaire, C2025K1, Atlas, a pu perdre rapidement certaines couches superficielles riches en matière carbonée, ou qu'au contraire, sa composition d'origine présente déjà un déficit en composés carbonés. Cette déplétion en carbone pose des questions intéressantes. Se situe-t-elle sur l'ensemble du noyau ou n'affecte-t-elle que la couche externe? Est-ce un signe que la comète s'est formée dans un environnement local du nuage d'Oort aux caractéristiques particulières? Ou bien cela reflète-t-il un processus universel dans le nuage d'Oort, mais rarement observé faute de comètes analogues analysées d'aussi près? La diversité chimique supposée exister dans cette gigantesque sphère de petits corps reste l'un des plus gros enjeux scientifiques de l'étude des comètes à longue période. On aimerait mieux connaître la répartition réelle des inclinaisons orbitales de ces noyaux, c'est-à-dire l'angle que dessine leur trajectoire par rapport au plan de l'écliptique. Des études statistiques laissent penser que le nuage d'Oort est à peu près isotrope, ce qui signifie qu'il doit être quasi sphérique et qu'il n'y a pas de préférence marquée pour une direction particulière. Cependant, on se doute qu'au fil des milliards d'années, des perturbations gravitationnelles ont pu modeler cette structure initiale pour la rendre moins homogène qu'on ne l'imagine. Des clusters locaux ou des concentrations de comètes pourraient exister, formés par des épisodes de passage stellaire ou de chocs particuliers. En outre, la question de la composition moyenne de ces noyaux demeure largement ouverte. Combien sont particulièrement riches en carbonés? Combien sont dominés par d'autres glaces? Et existe-t-il un gradient chimique qui varierait selon la position d'origine des comètes dans le nuage d'Oort? Les données récoltées sur les comètes entrant dans le système solaire interne ne représentent qu'un minuscule échantillon de la population totale. C'est un peu comme si l'on essayait de comprendre tout un océan en n'observant que les quelques poissons qui auraient sauté dans un seau. L'observation de C2025K1 Atlas, de son orbite très excentrique et de sa chimie atypique, nourrit justement ces interrogations. Les astronomes veulent étudier son spectre lumineux pour y relever les raies caractéristiques de certains éléments comme le sodium, le potassium ou des émissions de poussière silicatée, mais également pour quantifier précisément la présence ou l'absence de molécules carbonées. Lorsqu'on dissèque la lumière venue d'un objet, on peut voir apparaître des raies d'émission ou d'absorption trahissant la composition chimique de la matière qui l'entoure. Si la proportion de dicarbone est réellement très faible, cela pourrait indiquer que le noyau, au moment de sa formation, a subi une ségrégation des éléments volatiles, ou alors qu'il a été intensément altéré par des processus encore mal compris, peut-être relatifs à des collisions au sein du nuage d'Oort. Les spécialistes tentent aussi de caractériser avec précision la taille du noyau, car un noyau plus petit est plus sensible aux processus d'érosion et de fragmentation. De nombreux observateurs cherchent des signes de rupture ou des modifications rapides de la luminosité, ce qui pourrait signaler un effondrement partiel de la structure cométaire sous l'effet de l'échauffement. Il ne faut pas oublier aussi que le nuage d'Oort demeure mal compris, parce qu'il est difficile, voire impossible d'envoyer des sondes explorer directement ces zones reculées. Les durées de voyage seraient considérables et les cibles demeurent invisibles pour nos instruments tant qu'elles ne s'approchent pas suffisamment du Soleil pour dégager un halo de gaz ou de poussière décelable. Par conséquent, on infère l'existence, la composition et la structure du nuage d'Oort grâce aux comètes à longue période qui daignent descendre jusqu'à nos yeux. Il s'agit d'un puzzle à reconstituer. Si l'on constate qu'une comète présente une inclinaison extrême, on en déduit que, statistiquement, le nuage d'Oort offre toutes les orientations orbitales possibles. Si on détermine qu'une autre comète est extrêmement riche en dicarbone, on suppose que certaines régions ou certains noyaux ont préservé un stock abondant de molécules carbonées. A contrario, quand arrive un objet comme C2025K1 Atlas, dépourvu de ses composants, cela signifie qu'il doit exister une proportion non négligeable de membres appauvris dans cet élément, ou qu'un processus particulier les a altérés au cours de leur longue sédentarisation à la périphérie du système solaire. On s'attend à ce que beaucoup des noyaux du nuage d'Oort partagent encore des propriétés proches de celles de la nébuleuse protosolaire, à l'époque où les planètes n'avaient pas encore totalement émergé. Les mesures de leur composition isotopique, par exemple le rapport entre différents types d'hydrogène dans la molécule d'eau, sont primordiales
pour évaluer l'origine de l'eau terrestre et d'autres éléments volatiles. Comprendre la fraction de corps pauvres en carbone éclaire potentiellement les schémas de formation chimique dans cette zone. Ainsi, même si nous ne possédons pas encore de réponse définitive, chaque nouvelle arrivée d'une comète dynamiquement nouvelle engage la communauté scientifique à repousser les frontières de ces modèles. Qu'il s'agisse d'analyser ces jets, de surveiller l'éventuelle fragmentation du noyau ou de disséquer les longueurs d'onde renvoyées par les poussières surchauffées, nous emmagasinons petit à petit de précieuses informations pour cartographier la diversité possible au cœur de cette immense réserve. Les chercheurs s'interrogent aussi sur la proportion exacte de comètes vierges dans le nuage d'Oort, et dans quelle mesure les marées galactiques ou les rencontres stellaires favorisent le mouvement de ces noyaux. Certains estiment qu'après plusieurs milliards d'années, une bonne partie des comètes susceptibles d'être éjectées l'ont déjà été. D'autres suggèrent que le nuage d'Oort a une réserve si abondante que nous n'en avons encore reçu qu'une fraction infime. Il existe également un débat sur la taille des noyaux qui s'y cachent. Peut-être que certaines supercomètes, avec des diamètres de plusieurs dizaines de kilomètres, attendent encore un éventuel dérangement pour se manifester à l'intérieur du système solaire. Il demeure possible qu'au hasard statistique des perturbations stellaires, un tel objet fasse un jour irruption, offrant un spectacle sans précédent. Les visiteurs interstellaires constituent sans doute l'une des découvertes les plus déroutantes de l'astronomie moderne. Pour comprendre l'ampleur de leur caractère exceptionnel, il faut d'abord savoir qu'avant 2017, on ignorait si des objets en provenance d'autres systèmes stellaires pouvaient réellement traverser le nôtre. Jusque-là, beaucoup de chercheurs suspectaient l'existence de blocs errants, arrachés à leur étoile mère par des perturbations gravitationnelles. Mais jamais nous n'avions observé directement un tel voyageur. Tout a changé lorsqu'est apparu un I Oumuamua à la fin de l'année 2017. Cet objet, baptisé selon un langage hawaïen signifiant « messager venu de loin », a non seulement fourni la preuve concrète qu'il existe des intrus au sein de notre système solaire, mais il a également fasciné le public par ses caractéristiques physiques inédites qui semblaient défier toute classification simple. Les mesures initiales ont montré que son orbite était hyperbolique, ce qui signifie qu'il évoluait à une vitesse suffisante pour n'être lié à aucune étoile de façon durable et qu'il ne reviendrait jamais après avoir survolé notre région. Les astronomes ont alors compris qu'il s'agissait d'un objet capturé par le champ gravitationnel solaire pour un bref passage, dont la vitesse élevée témoignait de son origine hors de notre système solaire. Le mystère s'est épaissi lorsque les premières analyses de sa forme ont été publiées. Certains travaux scientifiques, en se fondant sur la manière dont la luminosité de l'objet variait au cours de sa rotation, ont suggéré que un I Oumuamua possédait une géométrie très allongée, un peu comme un cylindre, ou, pour reprendre des images plus frappantes, une sorte de cigare cosmique. D'autres hypothèses ont fait valoir qu'il pouvait s'agir d'un disque plat, tournant légèrement sur son axe, ce qui aurait rendu compte des irrégularités dans la courbe de luminosité. Bien qu'on ne puisse déterminer avec précision sa forme exacte, on a pu conclure qu'elle était hors norme par rapport aux astéroïdes et aux comètes habituelles de notre système solaire. Un autre point intrigant tenait au fait qu'on n'observait aucune production de gaz ou de poussière en quantité notable, ce qui est typiquement attendu chez les comètes quand elles s'approchent de notre étoile. Les comètes émises par le nuage d'Oort, par exemple, libèrent fréquemment de grandes quantités de matière volatile qui forment une chevelure lumineuse. Pour un I Oumuamua, il n'y avait pas de coma bien visible, pas de queue prononcée. Et pourtant, les mesures de trajectoire ont indiqué une force légèrement plus élevée que la simple attraction du Soleil. Cette discrète poussée, non expliquée alors, a conduit à émettre plusieurs hypothèses, notamment la présence d'un dégazage très ténu et difficile à repérer, ou encore l'influence de la pression de rayonnement solaire. Aujourd'hui, la plupart des spécialistes s'accordent à penser qu'il s'agissait d'un dégazage extrêmement subtil, possiblement lié à une sublimation de glace de nature inhabituelle, comme des glaces à base de dihydrogène ou d'autres composés volatiles. Cela dit, le débat n'est pas clos, car il est particulièrement complexe de déterminer la composition chimique précise d'un objet si fugitif et dont l'étude s'est faite à une époque où il était déjà en train de quitter notre voisinage. À peine la communauté scientifique commençait-elle à digérer cette première rencontre spectaculairement étrange, qu'un second vagabond galactique a pointé le bout de son noyau, l'objet 2I Borisov, découvert en 2019. Celui-ci, à la différence de 1I Oumuamua, s'est montré tout de suite plus classique dans son apparence,
davantage conforme à l'image qu'on se fait d'une comète. On a pu repérer une coma, c'est-à-dire la chevelure gazeuse, ainsi qu'un panache de poussière qui se dissipait dans son sillage. Cette fois, le dégazage était suffisamment marqué pour qu'on puisse réaliser des analyses spectrales et confirmer que Deuxi Borisov présentait une composition similaire à certaines comètes issues du nuage d'Oort, particulièrement en ce qui concerne le monoxyde de carbone et l'eau sous forme de glace. Néanmoins, le fait qu'il se déplaçait selon une trajectoire hyperbolique, avec une vitesse d'évasion supérieure à celle qui permettrait d'en faire un objet lié gravitationnellement au Soleil, prouvait de nouveau son statut étranger. L'accumulation de données a permis de mettre en évidence une abondance notable de monoxyde de carbone, plus élevée que ce qu'on rencontre souvent dans les comètes locales. Les chercheurs en ont déduit qu'il s'agissait d'un témoin chimique différent, potentiellement forgé dans un environnement plus froid ou d'une étoile haute aux caractéristiques particulières, avant que l'objet ne soit éjecté lors d'un épisode de perturbation gravitationnelle. Contrairement à 1I Oumuamua, cette comète interstellaire n'a pas suscité autant de controverses sur sa nature profonde, car elle se trouvait dotée de signatures plus familières. Elle a cependant ravivé l'idée que notre système solaire subit, peut-être plus souvent qu'on ne le croit, la visite d'objets exotiques issus de systèmes stellaires lointains et porteurs d'informations sur la chimie de ces lieux méconnus. La question essentielle suite à ces deux arrivées surprenantes a porté sur la fréquence de tels événements. Sommes-nous en train de découvrir seulement maintenant un phénomène courant parce que nous disposons de télescopes plus performants et de programmes de détection automatique? Ou bien s'agit-il de rarissimes hasards reflétant un taux d'occurrence fondamentalement très bas? Les modèles numériques suggèrent que, avec l'augmentation sensible de la sensibilité instrumentale et l'élargissement des réseaux de surveillance, nous pourrions détecter davantage d'objets interstellaires dans les décennies à venir. C'est dans ce contexte que la détection de 3I Atlas, durant l'année 2025, a fait grand bruit. Ce troisième visiteur interstellaire officiellement recensé a encore une fois affiché une orbite hyperbolique, confirmant son origine hors du système solaire. Pour le grand public, la découverte est restée presque discrète, mais pour la communauté scientifique, elle a constitué un second choc, d'autant plus que 3I Atlas a présenté une activité cométaire marquée. Si 1I Oumuamua paraissait énigmatique et 2I Borisov plus conforme aux descriptions d'une comète régulière, 3I Atlas s'est avéré être un intermédiaire fascinant, en exhibant à la fois une belle coma, des comportements photométriques variables, ce qui a donné lieu à toutes sortes de spéculations quant à sa structure interne. Les observations de 3I Atlas, grâce à des instruments comme le télescope spatial James Webb et le télescope spatial Hubble, ont ajouté plusieurs pièces au puzzle. Contrairement à la plupart des comètes standards, qui sont souvent formées principalement d'eau gelée, de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone et d'autres molécules, ce visiteur interstellaire semble avoir subi des modifications subtiles liées à son exposition prolongée aux rayons cosmiques au cours de son voyage dans l'espace interstellaire. Les rayons cosmiques sont des particules énergétiques, souvent issues d'événements stellaires violents, qui bombardent la surface des objets non protégés par un champ magnétique ou une atmosphère. Sur de longues durées, cette irradiation peut provoquer des réactions chimiques et la formation d'une sorte de croûte enrichie en composés plus complexes, parfois décrite comme une croûte de dioxyde de carbone dans le cas précis de 3I Atlas, bien que ce terme recouvre en réalité divers composés nuancés. À certains moments de son approche du Soleil, des jets ou panaches de gaz et de poussière éjectés ont trahi la fragmentation locale de cette croûte et la libération de matériaux plus frais situés en profondeur. Par ailleurs, des changements de couleur ont été relevés, ce qui donne à penser que la surface n'est pas chimiquement homogène et que différentes couches se trouvent exposées à mesure que la sublimation progresse. Ce comportement erratique a rappelé certains épisodes chez des comètes dites actives du nuage d'Oort, mais le caractère interstellaire de 3I Atlas a ajouté un niveau supplémentaire d'interrogation sur la façon dont les glaces s'agglomèrent et évoluent dans le vide intersidéral, loin de toute source de chaleur significative. Amasser des données sur ces nouveaux arrivants provenant des confins de l'espace est devenu une priorité pour de nombreux chercheurs. On espère qu'en mesurant précisément la quantité d'eau, de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone, d'hydrocarbures ou de composés plus complexes,
On pourrait établir les similitudes et les divergences avec les comètes locales. Chaque mesure livre un indice unique sur les conditions régnant dans les disques protoplanétaires d'autres étoiles et fait avancer la compréhension des premiers instants de la formation planétaire. À bien des égards, Proisy Atlas est un cas d'école. Il a révélé des jets, une coma, un noyau susceptible de présenter des couches superposées, et a été pris en chasse par des observatoires spatiaux majeurs pour détecter tout changement de luminosité, de couleur ou de morphologie, signe de diverses étapes de sublimation au fur et à mesure de son approche solaire. De telles études demandent souvent de la patience, car l'objet se déplace vite et les fenêtres d'observation sont parfois brèves. De plus, l'activité d'une comète peut fluctuer d'un jour à l'autre, selon la rotation du noyau, l'exposition au soleil et la distribution inégale des dépôts de glace. Les astronomes saisissent donc chaque opportunité, voire organisent des campagnes de suivi coordonnées à l'international, afin de couvrir l'ensemble des phases de survol. Cette accumulation récente de découvertes, de 1i Oumuamua à 3i Atlas, souligne un tournant pour l'astronomie. La certitude de voir se multiplier les identifications de nouveaux voyageurs d'autres étoiles.